Oups, pardon. J'ai peut-être pas des talents d'oratrice, mais je vais faire mon possible. C'est un sujet, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc c'est un petit peu long, mais je vais essayer de faire ça simple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, je vais vous parler du milieu physique. En fait, les sols, les eaux souterraines, les eaux de surface, etc. Euh, donc, la première image, ça montre un peu la géologie du site. Je vais me tourner comme ça. Donc, on voit la propriété de Valoris, c'est le site d'agrandissement en mauve. On se trouve dans la province géologique des Appalaches, qui sont des roches calcaires, schistes, sur lesquelles des dépôts meubles de style glaciaire sont présents. C'est qui change? OK, excuse-moi. Le site de Valoris existe depuis le début des années 80. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là, depuis cette date-là au niveau géotechnique et hydrogéologique, dont 4 études hydrogéologiques depuis 1981. GSI en a fait 2 en 2000 et 2001. Technica HBA en 2008. Il y a eu 2 études géotechniques, une en 2010 et une en 2013. Ces études-là ont été faites dans le temps, probablement lors de l'ajout de nouvelles composantes de sites, là, des bassins de traitement ou des agrandissements de cellules, etc. Plus récemment, dans le cadre du projet d'agrandissement, il y a le groupe Alphar qui a réalisé une étude de géotechnique et hydrogéologique complète. Je vais vous présenter ce qui a été fait dans le cadre de cette étude-là. Donc, Alphar a réalisé 27 sondages sur le site d'agrandissement, uniformément répartis pour essayer d'avoir de l'information au niveau géologique et hydrogéologique sur l'ensemble de la zone d'agrandissement. Donc, le but de ces sondages-là, il y avait d'abord 15 tranchées d'exploration. Quand on parle de tranchées d'exploration, c'est des trous qu'on fait à la pelle mécanique jusqu'à une certaine profondeur de 4-5 mètres pour essayer de décrire les sols en place. Puis on fait aussi des forages qui nous permettent d'aller souvent jusqu'au roc plus profond, puis qui nous permettent d'installer des puits pour pouvoir échantillonner puis mesurer les niveaux d'eau souterraine dans ces endroits-là. Je ne sais pas si on voit la carte des sondages. Donc, tout ce qui est TE, c'est des tranchées d'exploration. Puis tout ce qui est F, là, je ne vois pas bien. FO, c'est des puits. Donc, il y a 12 forages et puits qui ont été installés et 15 tranchées. Me permet de vous dire que l'écran qui est là présente la même documentation qui est là. Ceux qui sont plus près, peut-être vous allez mieux voir. J'en profite. Par exemple, ça ici, c'est un schéma d'un puits d'observation des eaux souterraines. Donc, quand on fait un forage qui s'en va généralement jusqu'au roc, une fois que le trou est fait, on installe un tube avec une crépine qu'on appelle, qui est un genre de tube en PVC avec des traits de scie, si on veut, là, filetés, par où l'eau peut rentrer. Puis on installe ça dans un massif de sable. Puis donc les eaux souterraines vont se rendre dans le puits. Puis c'est là qu'on est en mesure d'échantillonner puis de mesurer les niveaux d'eau. Ici, c'est une coupe. Vous voyez la coupe A', là. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Ça donne une image du site du côté ouest jusqu'au côté sud-est, là, nord-ouest, sud-est. Donc, on peut voir que c'est assez pentu.
On a presque une dénivelée là, d'à peu près 20 mètres d'un bout à l'autre, ce qui fait à peu près 3 % de pente. Le niveau ici, c'est le soc rocheux qu'on voit ici en gris. Donc, en fait, le site, on a une petite couche de terre végétale, suivie d'un til glaciaire. Il y a deux tils. En fait, il y a un til qui est oxydant en surface, puis un til un peu plus perméable en profondeur. Puis ensuite, on a le soc rocheux. Donc, les formations des dépôts meubles suivent aussi la déclivité de la topographie du site puis du roc. Là. Tout se dirige vers la direction sud-est là, en termes de pente. Est-ce que c'est le ruisseau Bégin, quand vous dites la direction sud-est? Je vais en parler un petit peu plus loin, mais ça serait plutôt vers le ruisseau Bury, dans ce secteur-là. Donc, comme je le disais, il y a une couche de terre végétale là, qui est d'épaisseur variable, 0,1, 0,6 mètres d'épaisseur environ. Sous cette couche-là, on a le til, puis on a des blocs occasionnels qui ont été trouvés là, dans cette couche-là. En surface, là, il est oxydé, il est brun. C'est un sable plutôt silteux avec un peu d'argile. Puis, plus en profondeur, c'est un til gris qui est plutôt un silt sableux, aussi avec un peu d'argile et de gravier. Donc, le soc rocheux, la profondeur est variable, mais je dirais que souvent, c'est pas tellement profond, là, mais il y a eu quelques sondages de ce côté-ci, là, où est-ce que le soc rocheux pouvait être jusqu'à 10 mètres de profond. Le roc a été qualifié là, dans l'étude de Alford de qualité mauvaise à moyenne, mais souvent, c'est parce que les premiers mètres du roc sont souvent fracturés. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme un roc sain. OK. Je vais parler de l'hydrogéologie, les eaux souterraines. Le site de Valoris actuel et au niveau de l'agrandissement projeté contient une nappe phréatique peu profonde qui se situe dans les horizons de til et de roc que je vous ai présentés tantôt. On dit une nappe phréatique parce que c'est une nappe libre, elle n'est pas confinée sur une couche imperméable d'argile, par exemple. Donc, à partir sur le site de Valoris, à partir des forages, des 12 puits aménagés, on a pu déterminer qu'effectivement, la nappe phréatique suivait la pente du socle rocheux et se dirigeait vers l'est-sud-est. Puis qu'effectivement, elle pouvait faire résurgence dans le ruisseau Bury à l'est. Donc ici, on montre les courbes de niveau de... En fait, les chiffres qui sont écrits ici, c'est l'élévation, par exemple, du niveau de la nappe à cet endroit-là. À chacun des puits, on a des élévations. Donc, on est capable de tracer des courbes d'égale élévation, si vous voulez. Puis, ça nous permet de déterminer que la direction qui est perpendiculaire à ces courbes-là se dirige vers la direction sud-est. Puis, probablement qu'il y a des résurgences, comme elle est peu profonde. C'est une nappe qui est à peu près 1,1 à 2 mètres, mais plus proche de 1, je dirais, 1,5 mètres. Donc, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, elle fasse résurgence dans le ruisseau Bury. Au niveau du site actuel, on a travaillé avec les puits de suivi que Valoris utilise dans le cadre de ses opérations. C'est certain que là, on n'avait pas des informations aussi précises là, que l'étude de Alford, mais on a réussi à tracer une direction générale des eaux à partir de l'information qu'on a eue. Puis, ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, les eaux souterraines sur le site existant, qu'on voit en bleu ici, se dirigent plutôt vers le sud et aussi ont des bonnes chances de faire résurgence dans le ruisseau Bégin.
qu'on voit ici, le ruisseau Bégin. Ça va? Ça va bien? OK. Oui, c'est... Non, mais je veux juste être sûr que c'est assez clair. Donc, dans le cadre de l'étude d'Alphard, ils ont fait des tests de conductivité hydraulique pour vérifier au niveau des dépôts meubles la perméabilité des dépôts meubles. Parce que dans le règlement qu'on appelle le REIMR, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, qui est un règlement adopté au Québec, un site d'enfouissement doit être construit à un endroit où il y aurait une couche d'argile imperméable suffisante d'une épaisseur de 6 mètres. Puis quand on dit une perméabilité d'à peu près 1 × 10 à la moins 6 cm/s. Donc, c'est important de faire ces essais-là au site de l'agrandissement. Puis, on obtient des valeurs. Là, il y a différentes valeurs parce qu'il y a des valeurs qui sont faites dans l'horizon de Thiel, puis il y en a qui sont faites dans l'horizon de Rock. Mais de façon générale, on a des valeurs de 8 × 10 à la moins 5 à 6 × 10 à la moins 3. Donc, c'est plutôt perméable. Donc, on ne respecte pas, là, avec ces valeurs-là, l'article 20 du règlement pour l'aménagement de sites d'enfouissement. Madame, moi, quand vous me dites 8 à la moins 5, tout ça, moi, je Ouais. parte directement là. OK. On peut penser à d'autres choses, je ne comprends pas si vous voulez dire. OK. Bien, juste pour donner une idée, là, des perméabilités, en fait, là, ça sert à mesurer la capacité du sol à prendre de l'eau, par exemple. OK? C'est sûr que c'est tout le temps des valeurs assez faibles. Là, pour donner un exemple, 1, ça serait du gravier. OK? Du sable, par exemple, ça pourrait être 10 à la moins 3. Puis, plus je vais dans des matériaux fins, comme de l'argile, bien là, je vais tomber du 10 à la moins 10. Là, c'est 0,0000. C'est bien petit. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça vous aide un peu. Juste Ouais. peut-être en termes en compte, c'est la vitesse que l'eau peut passer à travers le café, une cafetière. Donc, plus c'est 10 à la moins quelque chose, plus la vitesse elle est faible, moins l'eau atteint la nappe en dessous. Donc, Il n'est pas ouvert, là. 10 à la 10, c'est imperméable. Moins 10. 10 à la moins 10. 10 à la moins 10, ça veut dire que c'est imperméable. Bon, c'est presque de l'argile. L'argile, on sait que c'est très compact, là. Donc, quand l'eau veut passer à travers cette masse-là, c'est très, très, très lent. Mais quand vous levez l'exemple, vous voulez faire un drainage de votre terrain chez vous, vous allez mettre 3/4 net, qu'on appelle, là, la grosse pierre nette, bien, l'eau, elle va passer facilement, puis elle va aller vers où vous voulez que ça aille. Donc, c'est ça, quand on parle de perméabilité, c'est la capacité à un liquide de passer à travers une masse qui varie dans le cas de notre projet, là, selon les matériaux que Mme Wilson a donnés. Donc, Denis, pour faire une histoire courte, là, pour résumer tout ça, si je comprends bien, le sol n'est pas, c'est pas bon pour faire ce champ d'épuration-là, si je comprends bien vos données. Ben, j'ai pas fini. Non, c'est pas fini. Et oui, c'est ça. Soyez patients, ça va venir. C'est pour ça que si vous avez des questions, on la laisse peut-être aller un peu. Puis si ça ne vient pas, là, vous pourriez intervenir. Et si vous avez une question d'une façon spontanée, votre cœur veut parler, levez la main, le micro viendra vous voir pour être certain que tout le monde vous entende. Hey, je suis poète. Hein? Alors, continuez, madame. Donc, effectivement, le site en soi n'a pas les propriétés exigées au règlement sur la gestion des matières résiduelles. Par contre, il y a très peu d'endroits au Québec où on pourrait aménager de tels sites. Des sites qui possèdent ces caractéristiques-là, là, il y en aurait autour de 8. Puis, il y en a au moins 28 autres qui sont aménagés autrement. Quand on dit autrement,
c'est un petit peu comme ça. C'est comme un peu un sandwich, là. La misère avec le micro. Donc, généralement, on veut contenir les déchets, on veut imperméabiliser le site. Puisqu'on n'a pas les conditions, on veut l'imperméabiliser. Donc, on met des matériaux en place pour le faire, soit des géomembranes imperméables. Donc, généralement, ce qui est fait, c'est bon, on a notre sol en place. On se met une membrane étanche qu'on appelle une membrane étanche de bentonite. Donc, c'est comme de l'argile gonflante qui est mise entre deux géotextiles, là, deux feutres, là, si on veut. Puis ça, une fois mouillé, ça gonfle. Fait que ça fait vraiment un bon travail d'imperméabilisation. Puis ensuite, on met une petite couche de drainage, une autre membrane, une autre couche de drainage. En tout cas, il y a 2 membranes, là. Tout ce qui est en bleu, c'est des membranes d'étanchéité pour assurer qu'il n'y ait pas justement de percolation dans le milieu. Madame Wilson, je pense que M. Caron en a des exemples de membranes peut-être à nous montrer, peut-être nous parler de ça. La membrane bentonite qu'on met dans le fond, c'est celle-ci. Après ça, on met une première membrane étanche en plastique par-dessus. Ensuite, on met un géofilet et on ajoute une seconde membrane avant de mettre encore une géotextile. Puis par après, on met du sable et le système de drainage pour récolter les eaux. Tout à l'heure, à la fin de la présentation, là, il y a une petite vidéo qui montre comment ça se fait dans un vrai site. Oui, madame? Je veux juste savoir si le règlement... Est-ce que vous pourriez vous identifier, s'il vous plaît? Non, le micro fonctionne bien. Je veux juste savoir qui vous êtes. Oui, Monique Schultz, je suis conseillère dans le canton Hamden. Puis anciennement, j'étais sur le comité consultatif sur le plan de gestion des matières résiduelles. Je veux juste savoir si le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, est-ce qu'elle prévoit ou est-ce qu'elle permet un plan B lorsque le site visé ne rencontre pas ces critères d'imperméabilité naturellement? Oui, tout à fait. Oui. Puis, quel est comme l'historique de performance de ces plans B-là? Est-ce qu'on sait pour de vrai si ça marche? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a au moins 28 sites là, qui sont aménagés comme ça. Ce règlement-là est entré en vigueur, tu me corriges, je pense en 2006. Donc, ça fait presque 14 ans, là, bientôt. Puis le ministère continue à donner des autorisations pour l'aménagement de ces sites-là. Donc, il n'y a pas d'incident qui se produit. Ce que vous nous dites, c'est que dans les sites, c'est à travers le Québec, j'imagine, ces sites-là, et ils ont un rendement satisfaisant. C'est ce que vous nous dites? Oui. OK, donc la technologie a été prouvée un peu. Oui. OK, merci. Continuez. OK, on peut changer de slide. Oui. Vous identifiez? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Olivier Saint-Jean. Je suis citoyen de Sherbrooke. Je ne suis pas expert en géologie, mais j'aimerais demander si 14 ans sur une échelle de temps géologique, c'est un temps suffisant pour avoir une démonstration de fiabilité d'étanchéité des sols. Merci. Écoutez, c'est sûr qu'au niveau géologique, là, je pense pas qu'on peut parler comme ça dans ce sens-là. Mais c'est certain que tous ces sites-là, ils ont des programmes de suivi, des eaux souterraines, des eaux de surface. Donc, il y a vraiment un contrôle qui est fait. Puis même après la fermeture du site pendant 30 ans, puis si c'est pas démontré après 30 ans que le site, s'il y a encore des problèmes ou... Parce qu'il y a aussi d'anciens sites, souvent, qui sont plus problématiques que les nouveaux sites aménagés là, depuis la réglementation. Mais...
Merci beaucoup. Oui, j'ai une autre petite question ici. Richard Roule de Boré, sur la 255. J'écoutais les nouvelles depuis un mois ou deux là, qui parlent de Valoris comme Montréal, Granby et Sherbrooke, il y a plusieurs années, ont eu du trouble avec ça, ces gaz-là, puis tout ça. Je me demande, votre analyse peut être là, en suspens, d'après moi, parce que en étant en suspens, on n'est pas sûr du fonctionnement à 100% de ma part. J'ai déjà été sur le site, puis j'ai trouvé des portes, la vitre, des frigidaires, toutes sortes d'affaires qui ne vont pas là. Qui fait que ça augmente les données dans votre site à vous autres que jamais vont se défaire au poids puis à la distance de hauteur. Comment allez-vous procéder pour éliminer ces matériaux de métal, de bois, de porte, de tout ce que vous voulez? Moi, je dis que c'est un sous-entendu, puis que les produits devraient être plus saturés, envoyés à leur place exactement. Au lieu d'envoyer tout ça à Boré, vous dites que vous avez 8 endroits différents. Bien, envoyez des endroits différents de ces pièces-là. Envoyez pas tout ça à Boré. On est capable de répondre à votre question. En fait, ça serait des questions juste de clarification. Là, vous avez votre commentaire est superbe, là, c'est ce qu'on veut entendre aussi, mais c'est peut-être pas le bon moment, mais on va répondre à votre question quand même. Alors, M. Villeneuve, je pense que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ça. On reçoit votre commentaire, mais un site d'enfouissement reçoit ce type de matière que vous avez décrit, là. Évidemment que dans le temps, il y a une porte ou un métal, probablement que le métal, ça va prendre plusieurs siècles avant que ça se dégrade, mais il reste pareil que ce qu'on vous explique ce matin, c'est que la façon que va être construites les cellules, là, puis ceux qui sont construites déjà depuis 2008, ici, sur le site de Boré, ils sont faits de façon à être comme un thermos, donc ils sont étanches en dessous et étanches par-dessus une fois que c'est complété. Donc, l'ensemble de la masse, elle est gérée après la fermeture sur 30 ans de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'impact. Il y a des mesures là, qui seront prévues dans le règlement auprès des propriétaires de ces sites-là pour s'assurer qu'il y a, pendant au moins 30 ans, il n'y a aucun problème ou impact sur l'environnement proche. Tout ce qu'on va vous expliquer jusqu'au mois de juin, l'eau, etc., les odeurs et compagnie, ils font toute partie pendant l'opération et après l'opération des suivis qui sont obligatoires pour un promoteur ou un propriétaire. C'est vite passé, 30 ans? Oui, mais c'est minimum 30 ans. Si au terme du 30 ans, il y a encore des indices que de la pollution ou il y a des éléments qui ne sont pas atténués selon les règles qui ont été identifiées dans le règlement, il y a une obligation du propriétaire de continuer à assurer un suivi. Donc, c'est minimum 30 ans. Donc, il n'y a plus de ce qu'on appelle des sites orphelins où les gens, dans le temps, mettaient ça dans une dombe, dans une gravière, puis une fois qu'il avait fait son argent, il partait. C'est plus possible maintenant. C'est encadré. Peut-être une dernière intervention? Oui, bonjour. Avant qu'on continue la présentation. Oui, bonjour, Denis Veilleux, Westbury. Je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez la source des analyses qui ont été faites sur les sites qui ont déjà été fermés? Je veux dire, est-ce que c'est les propriétaires qui fournissent l'analyse pour dire qu'il n'y a pas eu d'écoulement ou que c'est étanche, ou c'est des firmes indépendantes qui vont faire les analyses sur les sites? Bien, il y a une combinaison des deux. Évidemment qu'il y a des experts qui sont plus familiers avec la prise d'échantillons, les analyses. Les analyses sont toutes à l'extérieur, ça c'est sûr, là. Donc, indépendants. Même là, aujourd'hui, les analyses qu'on a pour tout ce qui concerne le site, ce sont des analyses qui sont faites à l'extérieur. C'est obligatoire. Donc, puis en même temps, on n'a même pas... quand le résultat sort, il s'en va directement vers le ministère. Nous, on l'a, mais il s'en va directement vers le ministère. Fait qu'il n'y a pas de manipulation possible là, de l'information. Donc, à l'heure actuelle, la démarche elle apparaît récente parce que les sites d'enfouissement technique, c'est depuis 2008 que c'est obligatoire. Donc, les technologies qui sont utilisées, qu'on a changé Mme Wilson, ça fait quand même plusieurs années, c'est utilisé ailleurs au Canada, même aux États-Unis. Il y en a 2000 en Amérique du Nord.
C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est juste pour notre site ou le Québec. Là. On a il y a une grande expertise dans la mise en place. Un élément important qu'on va vous montrer dans la vidéo, la fabrication de l'équipement à la fin, elle est validée par une entreprise qui n'est pas la même qui fait l'installation. Elle doit mettre un certificat comme quoi les joints sont scellés, etc. Donc, il y a une grande sécurité là, d'un résultat pour partir la cellule au départ, et c'est la même affaire pour la fin. Merci beaucoup. Alors, Mme Wilson, on continue. D'accord, merci. Je vais vous parler de la qualité des eaux souterraines, qui est sur l'image ici, on montre le suivi qui est fait par Valoris, tant sur le site existant, parce qu'il faut comprendre qu'au site existant, je ne sais pas si on pourrait aller un petit peu, je reviendrai, mais il y a une image qui montre le site 4-5 slides plus loin. Là, plus loin. Encore. OK, celle-là. À Valoris, là, comme ma collègue vous l'a présenté, l'agrandissement projeté est en mauve. Là, il y a un LES là, qui a été aménagé au début des années 80. Pourriez-vous me dire c'est quoi un LES? Un lieu d'enfouissement sanitaire. Merci. Excusez-moi. L'ancienne version, ce qu'on appelle les dompes, là, ceux où on utilisait, là, tous les trous qui pouvaient exister sur le paysage, ils étaient remplis, c'est ça. C'était vraiment pas encadré comme c'est là à la radio. Donc, sur l'image, on a l'ancien LES qui se trouve ici, le LET actuel. Et c'est quoi? Puis le LET, c'est un lieu d'enfouissement technique. Ça veut dire qu'en 2010, Valoris a voulu agrandir son site pour enfouir d'autres déchets, mais ils ont dû se soumettre à la réglementation qui était sortie en 2006, le REIMR, là, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Donc, le LET est aménagé comme on vous a montré avec les membranes. Donc, il y a comme 2 aménagements de sites sur le lieu existant. Puis, il y a 2 systèmes de traitement des eaux. Il y a le premier système qui traite les eaux du LES et de la plateforme de compostage, parce qu'il y a une plateforme de compostage qu'on voit à l'avant qui est opérée par GSI, qui n'appartient pas à Valoris, mais qui est sur le terrain de Valoris. Les eaux de cette plateforme-là sont dirigées vers le système de traitement des eaux, le même que le lieu d'enfouissement sanitaire initial. Il y a un deuxième système de traitement des eaux qui est ici, ce système-là traite les eaux du lieu d'enfouissement technique existant. Donc, c'est 2 systèmes indépendants. Donc, si on peut revenir à l'autre slide, c'était un peu le programme de suivi qui est fait sur les eaux souterraines en fonction de ces systèmes-là. Donc, pour le LES existant, l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire qui n'est pas de membrane, on suit quand même... en fait, lui, il est régi par le règlement, l'ancien règlement sur les déchets solides. Ça demeure. Ce règlement-là a été remplacé par le règlement sur le REIMR. Mais les anciens sites doivent quand même poursuivre leur suivi en fonction du règlement sur les déchets solides. Par contre, à Valoris, ils font les deux. Ils font le suivi en fonction des paramètres de certains articles du règlement sur les déchets solides, mais aussi le nouveau règlement. Donc, il y a des puits pour les eaux souterraines qui sont suivis de façon régulière. Je vois mieux. En fait, il y a à peu près 4 puits, là. Ici, ces puits-là qu'on retrouve plus ici et... je ne vois pas le quatrième. En fait,
Ces puits-là permettent de faire le suivi des eaux souterraines par rapport au LES. Il y a 5 puits qui permettent de suivre aussi de la même façon les eaux souterraines, mais pour le LET. Les puits PM5 à PM9. Donc ici, on a PM5, PM6, PM9, PM8. Donc, sont autour du LET et du système de traitement des eaux de lixiviation. Donc, une fois par année, les critères de 2 articles du règlement sont analysés. Puis 2 fois par année, l'article 66. Je peux juste vous montrer c'est quoi ces paramètres-là. Par exemple, une fois par année, l'article 57, c'est tous les paramètres qu'on voit, là, l'azote ammoniacal, les métaux. Il y en a quand même une vingtaine là, de paramètres qui sont suivis. C'est bon? Au niveau de l'article 66, ça, c'est vérifié 3 fois par année. C'est des paramètres indicateurs qui auraient peut-être une problématique. Donc, on a c'est plus des paramètres biologiques, mais aussi les phénols, la conductivité, le pH, etc. Donc, si je recule, je reviens, là, Valoris fait un suivi quand même assez exhaustif là, de toutes ces eaux souterraines-là autour de ces installations actuelles. Donc, moi, j'ai regardé un peu les données là, de ce qui avait été fait, surtout en 2017, là, qui était un peu plus assez complète, mais de 2010 à 2017, là, pour me faire un peu une idée. Puis, ce qu'on peut remarquer avec les données de qualité des eaux, c'est que ça respecte de façon générale l'article 30 du règlement sur les déchets solides dont je vous ai parlé tantôt. Également, l'article 57 du REIMR, bien que le site du LES et la plateforme de compostage n'y sont pas assujettis. Il y a quand même quelques dépassements, dont les plus fréquents sont l'azote ammoniacal, les sulfures, quelquefois des coliformes fécaux, mais dans les eaux souterraines, si c'est possible, il y a beaucoup de goélands dans un lieu d'enfouissement généralement. Ils font des fientes. C'est pas anormal de retrouver des coliformes là, dans les eaux souterraines. Puis il y a quelques métaux qui sont observés de façon occasionnelle. Je vais vous demander d'accélérer un peu plus votre présentation parce que le temps passe, le jour s'achève. Donc, on fait à peu près un suivi équivalent sur le LET existant. Puis c'est à peu près les mêmes constats qui sont faits là, au niveau des paramètres de suivi des eaux, mais souvent, c'est difficile de savoir si c'est associé au LET ou LES, mais c'est souvent probablement à cause du LES qui est moins aménagé de façon là, étanche. Donc, on a regardé aussi les puits d'alimentation au pourtour là, de 1 km autour du futur site d'agrandissement projeté. Puis, il n'y a pas vraiment de puits de résidence privée. C'est pas mal des puits là, en bleu qu'on voit sur l'écran. Là, les inscriptions en bleu, c'est des puits sur la propriété de Valoris même. Puis en jaune... ici, c'est un puits en plein milieu du bois qui semble appartenir à Cascade. C'est Cascade? Non, Domtar, excusez-moi. Cascade. Ah ouais? Cascade? OK. Non. C'est un puits qui est aménagé. C'est Domtar. Au niveau du REIMR, à l'article 13, et c'est mentionné qu'il ne faut pas avoir un puits de captage d'eau de source ou d'eau minérale ou pour alimenter un aqueduc à moins d'1 kilomètre. Et ce n'est pas le cas, on respecte cet article-là. Ici, je vous présente des résultats d'analyse sur le site d'agrandissement projeté. Alphar a fait des analyses dans les 12 puits là, dont je vous ai parlé tantôt pour tous les paramètres de l'article 57 et de l'article 53 parce qu'ils ont considéré qu'il pouvait y avoir des résurgences dans les eaux de surface. Donc, les 2 types de paramètres ont été analysés.
Donc 24 paramètres. Puis il y en a seulement 2 qui ont monté des dépassements, dont les coliformes fécaux. Mais comme je disais, là, il y a une problématique peut-être. Il y a des animaux aussi dans le bois. Quand on fait un puits, ça se peut qu'il y ait des coliformes associés à des factions animales ou des fientes d'oiseaux. Puis du manganèse. Mais le manganèse, c'est un métal qu'on retrouve souvent de façon naturelle là, dans les eaux souterraines. C'est associé à la roche en place. Il y aurait une question, si vous permettez, monsieur, vous vous identifiez. Luc Lemieux de Bury. Avant d'aller dans votre présentation pour le site projeté, je voulais savoir, vous semblez dire que depuis que Valoris fait les prélèvements, les suivis avec les puits d'échantillonnage, il y a eu peu ou pas d'avis de non-conformité? Non, j'ai dit que c'était généralement respecté, mais parfois de façon occasionnelle, mais on ne peut pas dire que c'est systématique. Il y a des. On parle des eaux souterraines, là. Ouais. Parfois, il y a des dépassements. Ça arrive, oui. Parce que le LES, les puits sont souvent en direction aval là, de l'écoulement des eaux souterraines du LES. Fait que le LES étant pas étanche, c'est possible qu'il y ait des dépassements qui sont mesurés. C'est qui fait les prélèvements puis qui fait les suivis dans les puits d'échantillonnage? Ah. Qui êtes-vous, vous? Quelqu'un pourrait me dire qui est cette dame? Madame, c'est la technicienne là, pour la gestion des eaux usées. Et puis, elle s'occupe, entre autres, là, le prélèvement des échantillons. Les analyses sont à l'extérieur, Laurie, comme je disais tout à l'heure. Donc, les résultats, on ne les contrôle pas, on les assume. Donc, ce que vous a dit Mme Wilson, bien, oui, à l'occasion, il faut rappeler, je le rappelle, le LES, c'est une ancienne technique. Là. C'était quand on mettait des déchets dans du gravier, bien, ça reste du gravier alentour des déchets. Puis l'eau qui a percolé pendant les années d'opération, bien, elle s'évacue lentement. Et c'est pour ça qu'il y a des puits d'observation et c'est pour ça qu'il y a des suivis pour réagir en conséquence ou en tout cas avertir s'il y avait des éléments qui pourraient être inquiétants là, pour la qualité des gens alentour. Mais c'est une obligation. Donc, le site a été fermé en 2009. On a pour 25-30 ans, là, je pense que c'est 25 ans dans le temps. C'est 30 ans. 30 ans, là. 30 ans. Donc, minimum. Okay. La question qui sous-entend ça, c'est, j'ai vu dans les documents du ministère qui sont publics que sur une période de plusieurs mois, il y avait eu des rejets non conformes. On parle de mai à octobre. Il y avait des rejets dans les effluents qui ont été faits par le site. Je peux répondre. Puis que c'était pas conforme. Oui, je ne suis pas rendu là dans ma présentation. OK. Bien, c'est quoi qui est fait quand vous avez des avis de non-conformité? Okay. Bien, parce que là, j'ai parlé des eaux souterraines, puis vous, ce que vous parlez, c'est les eaux de surface, puis c'est ma prochaine présentation. Je vais poursuivre, puis ça va peut-être répondre. Si réponse, on y revient. OK? Alors, on continue. Oui. Donc, maintenant, je vais vous parler des eaux de toujours surface. Accélérer parce qu'on veut les entendre aussi. Dépêchez. Donc, les eaux de surface. Juste changer. Donc, le site de Valoris, c'est dans le bassin versant de la rivière Saint-François, qu'on voit en jaune plus foncé. Le site est en mauve. C'est principalement la rivière Saint-François là, qui capte les eaux du bassin versant, qui amène ça au lac Saint-Pierre, qui est dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, ici, c'est une image des fossés au pourtour du site existant. Donc, il y a tout un réseau de fossés là, qui récupère les eaux de surface puis qui les dirige de façon générale là, vers le ruisseau Bégin. Donc, on peut voir toutes les flèches, là, les eaux se dirigent. Nous vous saluons, M. Lucier. Merci d'être venu. Bonjour. Soit que les eaux vont vers le fossé du chemin Maine centrale ou dans certains affluents du ruisseau Bégin ici.
Donc ça, j'en ai parlé. C'était pour vous expliquer un peu le site existant puis l'agrandissement, puis la plateforme de compostage. Je vais changer. Ici, au niveau des eaux de surface, il y a un suivi aussi qui est fait. Tantôt, je parlais des eaux souterraines, mais au niveau des eaux de surface, il y a 3 types d'eaux qui sont suivies. Il y a les eaux superficielles, les eaux d'un fossé. Les eaux de lixiviation brutes, ça, c'est avant traitement. Donc, à la sortie du site, sont prélevées, analysées, puis il y a les eaux une fois traitées. Il y a plusieurs fréquences d'analyse, il y a plusieurs paramètres. Souvent, c'est les articles du REIMR, à peu près les mêmes là, que je parlais, l'article 53, 57, 66. Puis, au niveau du LES, le suivi il est quand même... par exemple, les eaux de liquéfaction traitées au niveau du LES, il y a certains paramètres comme l'azote ammoniacal, les coliformes qui sont vérifiés une fois par semaine. Même chose au niveau du LET existant. Donc, il y a certains paramètres, c'est une fois par mois, d'autres, c'est une fois par semaine. Ça dépend. Mais souvent, les paramètres plus problématiques sont regardés sur une fréquence plus importante. On peut passer. Donc ici, c'était pour illustrer un peu où sont prélevés les échantillons. Ça, c'est pour le LES. Donc, c'est les petites étoiles oranges. Il y a 4 étoiles ici. C'est les eaux brutes. Puis, à l'effluent, la station d'échantillonnage se trouve là. Pour le LET, c'est les étoiles, ici, c'est le lixivia brut. Ici, c'est le lixivia traité. Puis, les autres surfaces sont vérifiées dans ce fossé. Donc, les effluents traités du LES, comme je disais, sont analysés pour plusieurs paramètres organiques et inorganiques sur une base soit hebdomadaire, mensuelle. Les effluents traités du LES et de la plateforme de GSI, de compostage, ont présenté effectivement des problèmes de toxicité sur des analyses de poissons, la truite arc-en-ciel. Ça a été découvert, ça, en 2014 par Environnement Canada. Puis, c'est à ce moment-là, ils ont réalisé qu'il y avait une problématique au niveau de l'azote ammoniacal. Du traitement des eaux de lixiviation, que finalement, l'azote ammoniacal, dans les périodes hivernales, ça ne se traitait pas. C'était difficile. Le froid fait que ça prend une température au-dessus de 10 degrés Celsius pour traiter de l'azote ammoniacal. Donc, c'est ce qui créait une toxicité au niveau du poisson. Donc, à partir de ce moment-là, Valoris a cessé les rejets en hiver. Puis, maintenant, fait le suivi là, pendant qu'il y a des rejets été, automne, printemps, fait des suivis au niveau des essais de toxicité sur le poisson pour s'assurer. Ils font ça une fois par mois. Mais à toutes les semaines, ils vérifient l'azote ammoniacal pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique dans les effluents. Puis s'il y en a une, le système est arrêté. Il n'y a plus de rejet qui se fait. Il essaie de trouver une façon d'améliorer. Puis, quand ça va mieux, bien là, le rejet reprend, puis etc. Alors, M. Roy, vous vous présentez? Oui, M. Roy, préfet du Haut-Saint-François. Moi, je voudrais que vous éclairciez quand vous parlez de poissons. Parce que beaucoup de gens parlent, quand on parle de poissons, ils ont l'impression que ça a été rejeté, c'est fait dans la rivière avec les poissons morts. Pouvez-vous expliquer comment que le test se fait en laboratoire avec les poissons? Puis je reprends M. Lemieux tantôt quand il parlait qu'il y avait eu un débordement entre, mettons, le mois de X, du mois de mai à octobre, que c'est pas du mois de mai à octobre qu'il y a eu tout ce temps-là de débordement, c'est entre. C'est juste qu'on utilise les bons mots pour qu'on soit bien capable de bien saisir. Bonne question. Oui, bien, pour le débordement, je vais les laisser, mais je vais vous parler. Écoute, je ne suis pas la spécialiste de ces essais-là, mais c'est des essais qui sont faits sur des poissons en laboratoire. Donc, tu prends un échantillon d'eau, tu l'amènes en laboratoire, puis tu mets des truites. Cet essai-là, c'est des truites arc-en-ciel.
pendant 96 heures. Puis au bout de 96 heures, tu regardes s'il y a de la mortalité, puis c'est quoi combien il y en a de poissons morts, puis tout ça. Donc... Moi, je le sais, c'est pour les... Moi, je le sais, j'ai pas de problème, mais c'est parce que beaucoup de gens m'interpellent. OK. Beaucoup de gens nous interpellent comme élus, puis ils ne comprennent pas quand on parle au niveau des poissons, puis je voulais vous l'expliquer aux gens ici dans la salle. C'est vraiment un test de laboratoire, là. C'est pas le poil... Dans ce mois d'avril, c'est une bonne question de parler des poissons. Et M. Lina veut poursuivre la réponse. En fin de compte, c'est absolument, là, c'est comme on prend un échantillon puis on fait des tests en laboratoire pour voir qu'est-ce qu'il y a comme produit dans l'eau. Mais dans ce cas-là, le test est assez simple. C'est une chaudière où on prend l'eau de l'exutoire qui s'en va vers le milieu récepteur naturel et on analyse via des poissons qui sont des truites pendant 96 heures si les poissons survivent, puis combien ils en survivent. Et ça donne un indice sur l'état de toxicité du rejet. Évidemment qu'aussitôt qu'on a le résultat, on arrête. Là. Comme disait Mme Olsen, on ne continue pas. Là. Et M. Roy l'a confirmé. On arrête de faire le procédé. On trouve une autre option, comment on peut traiter différemment l'eau qui est contenue dans les bassins de façon à respecter les règles. Mais je n'irai pas plus loin, pas parce que je ne veux pas vous en parler, sauf que le dossier étant devant la Cour, mais me doit d'être réservé et pas aller plus loin que là. S'il y en a qui veulent m'en parler à part, j'irai, mais pas devant le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais poursuivre. Suite à cet événement-là de 2014, Valoris a mandaté une firme, BIOS Consultant, pour faire un peu une caractérisation de tout le ruisseau Bégin, là, depuis la Monge jusqu'à l'embouchure de la rivière Saint-François. Donc, il y a eu, on le voit là, sur la figure, à peu près 9 stations là, tout le long du parcours. Ces stations-là ont été échantillonnées tant en période de crue qu'en période d'étiage. Il y a eu tous les paramètres qu'on voit à l'écran là, qui ont été testés pour permettre de se faire un peu une idée du milieu récepteur. Donc, ici, je présente les grandes conclusions de cette étude-là. Ce que BIOS Consultant a conclu, c'est que la qualité de l'eau à l'embouchure du ruisseau Bégin à la rivière Saint-François respecte la majorité des critères de qualité de l'eau considérés. En fait, les critères qu'ils ont utilisés, on appelle ça des critères de prévention. C'est des critères relativement sévères. Ça s'apparente à critères de potabilité là, de l'eau potable là, qu'on boit là, chez nous. Donc, c'est juste pour mettre en perspective là, que c'est quand même c'est pas des critères réglementaires, mais c'est des critères pour établis à titre préventif. Donc, au niveau des stations situées en aval de Valoris et aussi, parce qu'il y a le site d'enfouissement de Cascade qui est en amont, là, si on retourne juste avant, je peux le montrer, là. C'est ça, ici. Donc, on a la propriété de Valoris, le ruisseau coule vers la rivière Saint-François, puis on a le site de Cascade en amont. Donc, l'eau des stations situées en aval des sites d'enfouissement, Valoris et Cascade, avait des concentrations plus élevées en matière en suspension et phosphore. Toujours par rapport aux critères de prévention. L'eau des stations en aval des sites d'enfouissement démontre des valeurs qui dépassent la qualité de l'eau pour certains paramètres, mais respecte les normes industrielles associées à l'industrie, donc lieu d'enfouissement puis papetière, là. Il a été également constaté que le bassin agricole peut fournir des concentrations importantes en coliformes fécaux, puis amener des pH plutôt acides dans le milieu. Puis la même chose au niveau forestier, il pouvait y avoir le niveau forestier peut amener des apports en phosphore et en coliformes fécaux. Donc, nous, dans le cadre de notre mandat de l'étude d'impact, on a quand même aussi échantillonné à l'endroit de 3 stations les affluents au ruisseau Bégin depuis le site de Valoris. OK. Donc, on avait une station ici, une ici et une ici.
Il y en a une, celle à Mont, on a échantillonné une fois. Les autres, on a fait ça pendant 6 mois sur une base mensuelle l'année dernière, de juin à octobre. On a utilisé les paramètres, au moins 38 paramètres correspondant à l'article 53 et... non, excusez-moi, je dis une fausseté. C'était le guide, c'est basé, en fait, c'est le ministère de l'Environnement qui a recommandé ces paramètres-là. C'est basé sur le guide de caractérisation de l'état initial du milieu aquatique avant l'implantation d'un projet industriel. Donc, il y avait vraiment beaucoup de paramètres. On a comparé ça à l'article 53 et de la même façon aux critères de prévention que je vous ai parlé tantôt. Par rapport aux critères de l'article 53, qui est la réglementation pour les eaux de surface du règlement, il n'y avait aucun paramètre là, qui dépassait les critères établis par règlement. Au niveau des critères de prévention, bon, on a observé du chlorure, des nitrates à la station S9 qui était effectivement en aval des effluents traités de Valoris. On a observé du fer, du manganèse à toutes les stations. Donc, c'est peut-être, on en a conclu que ça pouvait être naturel dans le milieu. Parce qu'il y a des stations qui ne sont pas du tout comme la station S6, là, qui sort de la propriété de Valoris, mais complètement à l'ouest. Il n'y a pas de site d'enfouissement là. Il y a un centre, on est à l'amont de l'écoulement des eaux souterraines, là, il n'y a pas grand-chose. On a mesuré un peu d'aluminium à S6, S7 et du bord. Donc, ce n'est pas des concentrations qui dépassent, comme je disais, la réglementation, mais... donc, en conclusion, au niveau des eaux de surface et souterraines, ce qu'on peut dire, là, s'il y a un aménagement futur projeté sur le lieu d'enfouissement, c'est que l'étanchéisation du futur LET va permettre d'empêcher toute contamination des eaux souterraines parce qu'il y a comme 3 niveaux de protection, en fait, là. Le système, il va y avoir un système de collecte du lixivia qui va permettre de capter tout le lixivia qui va percoler à travers les déchets, puis ils vont être envoyés dans un système de traitement. Le système de traitement actuel va être agrandi et amélioré. Valoris a l'intention de traiter ses effluents 12 mois par année, donc l'objectif, ça va être de chauffer le lixivia. Puis, le drainage va être fait de façon à ce que les eaux de pluie qui ruissellent ne touchent pas aux déchets qui sont quand il y aura une cellule en opération. Puis, il y aura toujours le suivi environnemental qui va être poursuivi et amélioré dans le sens que s'il y a un site d'enfouissement, un nouveau LET, il va y avoir d'autres puits aménagés pour surveiller les activités de ce site-là. J'ai terminé. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. On peut la remercier, je pense, pour sa présentation. Et me permet de vous dire aussi que vous êtes des bons participants, vous respectez bien les choses et vous posez des bonnes questions en même temps. Merveilleux. C'est comme ça qu'il fait l'affaire. Maintenant, on va passer aux faits saillants avec M. Jean-Jacques Caron. Le petit vidéo, et j'étais pour le dire, le petit vidéo et les faits saillants. C'est un enjeu très important dans notre société moderne. Toujours à la recherche de solutions qui amélioreront les procédés, les spécialistes ont fait évoluer les dépotoirs en des lieux d'enfouissement technique sécuritaires. Le Québec compte plus de 35 de ces infrastructures, dont celle de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. La conception de ces sites est à la fine pointe des technologies utilisées pour l'enfouissement et joint les connaissances d'ingénieurs et de techniciens qui utilisent les meilleures façons qui soient pour diminuer au maximum les risques environnementaux. Dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont déposés à l'intérieur d'une grande structure étanche appelée cellule d'enfouissement. La construction d'une cellule comporte plusieurs étapes et sa conception permet d'isoler complètement les déchets des eaux souterraines grâce à plusieurs épaisseurs de membranes imperméables. D'abord, la construction d'une cellule implique le déboisement et l'excavation du site de manière à assurer une solide fondation. Les pentes des parois et du fond des cellules sont exécutées avec précision et nivelées avec soin pour accueillir le système multicouche de membrane qui reposera sur ces surfaces. Au fond de l'excavation, on retrouve une nappe de bétonite qui agira comme protection finale au fond de la cellule.
Cette membrane est faite d'argile emprisonnée entre deux couches de géotextile et gonflera en cas de contact de l'eau, ce qui la rend complètement étanche. Chaque joint entre les nattes de bétonite sont superposés et liés avec de la poudre de bétonite. Par la suite, une première couche de géomembrane imperméable est déposée. Ces géomembranes sont faites de polyéthylène haute densité, qui est un matériau reconnu pour sa solidité, son étanchéité et sa durabilité. Les géomembranes sont doublement soudées les unes aux autres de manière à créer une immense toile imperméable. Afin d'assurer l'atteinte des normes les plus strictes, un programme d'assurance de la qualité est mis en place tout au long de l'installation. Pour ce faire, toutes les soudures sont systématiquement vérifiées à l'aide d'un test par pression d'air. De plus, des échantillons aléatoires sont recueillis et envoyés en laboratoire afin d'être certifiés. Lorsque le contrôle de la qualité est conforme, on entame la deuxième étape, en recouvrant toute la surface de la cellule d'un géofilet de manière à créer un espace où peut circuler du liquide. Un deuxième niveau de géomembrane est installé sur le géofilet. Cette protection dite principale est la couche la plus importante, car ce sera celle qui interceptera l'eau des déchets que l'on nomme le lixivia. Ainsi, chaque niveau de membrane est indépendant, un de l'autre, afin de permettre d'identifier une fuite éventuelle. Par la suite, un géotextile de protection est installé. Celui-ci sert notamment à protéger la membrane principale lors de la pose du sable qui agira à titre de couche drainante et de protection supplémentaire avant que puisse débuter la mise en place des déchets. Grâce à un système de conduite perforée installé au fond de la cellule, les eaux de lixiviation sont captées et acheminées vers un système de traitement afin de répondre à toutes les normes environnementales. C'est seulement après toutes ces étapes que l'enfouissement des déchets peut commencer de façon hygiénique et sécuritaire. À chaque jour, les déchets déposés dans la cellule seront recouverts d'une épaisse couche de sable afin d'éviter l'éparpillement des matières volatiles, diminuer les odeurs et éviter d'attirer les animaux indésirables. Lorsque la cellule aura atteint sa pleine capacité, elle sera recouverte de sable. Cette étape se nomme recouvrement final. À la suite de quoi, une dernière membrane et un couvert végétal sont ajoutés afin de sceller les déchets et l'enfouissement devra se poursuivre dans une nouvelle cellule. J'ai une question que j'adresse à M. Villena. Est-ce que c'est la technique qui va être utilisée ici? C'est la technique qui est utilisée depuis la première cellule en 2010. C'est obligatoire quand on parle des différentes étapes, là, ce que nous a montré tantôt M. Caron, c'est les produits. Mais c'est le meilleur. On l'a pris chez des collègues de la régie municipale du Lac-Saint-Jean. C'est un site qui vient d'être fait. Donc, c'est un bon vidéo, on trouvait, qui était approprié pour vous montrer comme il faut, comment ça se fait, et on fait la même chose.